Je me suis pas intéressé aux crânes de cristal. C'est les crânes de cristal qui sont venus à moi, je pense, depuis de nombreuses vies. Le crâne, c'est vraiment la symbolique de la connaissance avant tout, et pas du tout de la mort. La première fois que je suis arrivé à Palenque, je me baladais là-dedans, et comme si j'avais grandi là, et comme si je connaissais déjà le lieu, et que j'avais dû visiter dans des vies passées. J'avais vraiment cette sensation d'être à la maison, quoi. Et un des scientifiques a même dit, ce crâne ne devrait pas exister. Il disait que si on le polissait avec de l'eau et du sable, il faudrait 300 ans. Mais comment expliquer les yeux, la mâchoire, le nez, les dents? Il y avait plusieurs dauphins qui étaient là dans le bassin. Il y en a un qui a fait demi-tour, qui est venu tout de suite, a mis son rostre sur la bouche de Sirius et s'est mis à chanter. C'était juste un moment magique, une énergie incroyable. L'explosion au niveau du chakra cœur, c'était, mon Dieu, quel moment de joie, d'amour, de paix. Enfin, c'était magique, magique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation TV. Je suis Romain Clément et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission autour d'un sujet passionnant. On va recevoir aujourd'hui Patrice Marty, qui est une figure incontournable dans le domaine des crânes de cristal. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces fameux crânes de cristal. Et aujourd'hui, Patrice Marty va nous en parler. Il est auteur, conférencier, également organisateur de voyages initiatiques et organisateur des salons du bien-être. J'ai eu l'occasion de participer au salon de Biarritz très récemment. Et à travers ses divers ouvrages et ses expériences, il nous partage toute la sagesse des crânes de cristal. On accueille tout de suite Patrice. Bonjour Patrice, comment vas-tu? Bonjour Romain, bonjour à tous. Ça va très bien, je te remercie. Je suis ravi de te retrouver. Merci déjà, tu m'as invité très récemment pour participer au salon bien-être, spiritualité, bio de Biarritz. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de t'accueillir sur la chaîne Gaïa Méditation TV pour nous parler de ce sujet que tu affectionnes tant, les crânes de cristal. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu veux bien te présenter, nous dire comment tu es arrivé justement à t'intéresser à ces fameux crânes de cristal. Je me suis pas intéressé aux crânes de cristal. C'est les crânes de cristal qui sont venus à moi, je pense, et depuis de nombreuses vies. Et dans celle-là, j'ai commencé à dessiner les crânes. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans par là. Et sans savoir pourquoi je dessinais des crânes d'ailleurs. Et à l'époque, un petit garçon de 6 ans ou 7 ans qui dessine des crânes, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que dans notre éducation judéo-chrétienne, le crâne est assimilé à la mort. Alors que dans toutes les cultures du monde entier, le crâne, c'est la symbolique de la connaissance. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de cet entretien, c'est ça, c'est que le crâne, c'est vraiment la symbolique de la connaissance avant tout, et pas du tout de la mort. Ça, c'est l'Église catholique qui a transformé ce symbole de connaissance en symbole de mort. Et en grandissant, après, j'ai découvert dans un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Eric von Daniken, le crâne de cristal de Mitchell Just, qui est vraiment un crâne incroyable, qui est vraiment très très beau. Et j'ai compris que c'était ça que je dessinais, sans savoir vraiment pourquoi. Et après, en grandissant, j'ai fait un travail de recherche, j'ai fait beaucoup de choses jusqu'en 2004 où j'ai rencontré pour la première fois un crâne de cristal ancien de cette fameuse légende maya dont on parle beaucoup, qui s'appelle Max. Il était en Hollande, donc j'ai sauté dans un avion pour aller en Hollande. Et c'est comme ça que je me suis reconnecté dans cette vie à l'énergie des crânes de cristal anciens. En effet, les crânes, on en trouve partout, hein, finalement. On en trouve dans de nombreux édifices, dans nombreuses œuvres d'art également. On retrouve toujours ce crâne qui est souvent associé, comme tu disais, à la mort. Et finalement, il est associé à la connaissance. Aujourd'hui, tu vas nous présenter tout un éventail de crânes. Oui. Peut-être qu'avant, tu peux nous présenter très brièvement le livre que tu viens de sortir, Les crânes de cristal, paru au mois de novembre. Oui. Oui, il est tout récent. C'est un livre. Ça fait longtemps qu'on me demandait si j'avais fait un bouquin sur les crânes pour que les gens puissent savoir aussi comment se servir des crânes, comment travailler avec eux, comment devenir gardien d'un crâne de cristal. Et voilà. Donc dans ce livre, il y a tout ça à l'intérieur. Je parle aussi beaucoup des chercheurs qui ont fait toute l'histoire des crânes de cristal à travers les différentes années qui se sont écoulées. Et pour moi, c'était important de leur rendre hommage aussi à tous ces gens qui ont beaucoup œuvré autour des crânes de cristal. Et bien évidemment, de parler de tous ces crânes mythiques qui font pour moi partie de cette légende des 13 crânes de cristal. Et voilà, donc toute cette genèse, toute cette histoire, toute cette sagesse, j'ai essayé de l'introduire et la lancer dans ce livre pour que les gens puissent s'en servir aussi bien pour découvrir les crânes, mais aussi comme un outil vraiment pratique. Il y a tout un mystère qui se cache derrière ces crânes de cristal,
un tas d'histoires, de Ouais. légendes, voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter donc plusieurs crânes. Alors, ouais, je vais vous montrer plusieurs crânes. Alors, avant de vous montrer les crânes, je vais vraiment vous parler des Mayas parce que c'est Ouais. les Mayas qui étaient vraiment les gardiens de la connaissance et les gardiens des crânes de cristal. Ils sont vraiment considérés comme ça. Et on parle justement de cette légende Maya où il existerait 13 crânes de cristal et que tous ces crânes auraient été euh, amenés sur Terre par des peuples des étoiles et que chacun de ces peuples aurait mis toute leur connaissance à l'intérieur et ils auraient ramené ça en Atlantide. La piste Atlante, elle est vraiment partout. Dans toutes les cultures du monde, on parle de ce déluge, on parle de tout ça. Et voilà. Et selon la légende Atlante, cette légende maya, pardon, on parle de l'Atlantide où ces crânes ont été ramenés en Atlantide, conservés dans une pyramide qui s'appelait l'Arche. Avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été ramenés dans une grotte au Guatemala où ils sont restés longtemps gardés avant que les Espagnols n'arrivent. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de sites dédiés aux Atlantes au Mexique. Là, je vous montrais la photo de Tula. C'est des grands monolithes. Là, c'est un site au Mexique qui est pas très loin de Mexico. Et c'est une métropole toltèque. Et pareil, il y a des crânes aussi qui sont stylisés tout autour de ce temple où il y a ces monolithes qui sont assez particuliers. Ils ont comme des armes, des outils sur les côtés. Ils sont assez bizarres. Et on a beaucoup de sites comme ça qui sont vraiment dédiés aux Atlantes sur la plupart des sites majeurs au Mexique. Il y a des statues d'Atlante. Ça, c'est vraiment très important. Et donc voilà, cette légende dit que tous ces crânes anciens aurait un message à délivrer à l'humanité une fois qu'ils seraient réunis. Et il y a plusieurs civilisations qui ont été les gardiens de ces crânes. Donc on a eu les Olmèques que je viens de citer précédemment, les Mayas bien évidemment, et puis les Aztèques, qui eux en auraient fait un usage peut-être moins conventionnel, on va dire, et plus dans la domination, plus dans le pouvoir malheureusement. Et voilà. Mais ces crânes, on les retrouve un peu partout quand on se balade au Mexique. Là, on est sur le temple des Atlantes à Mexico, et tout le fronton de ce temple, ce sont que des crânes. Ça, c'est le seul petit crâne qu'on peut retrouver dans le musée d'anthropologie à Mexico. C'est vraiment un musée incroyable. Je vous invite vraiment à aller le visiter si un jour vous avez l'occasion. Là, on est à Palenque avec le temple du crâne, qui est très particulier avec ses yeux en forme de cœur comme ça. Il est vraiment très très beau aussi celui-là. Ça c'est à Uxmal aussi où il y a pas mal de crânes qui sont stylisés, ou à Chichen Itza également où on a beaucoup de représentations de crânes ici ou ici au jeu de balle. C'est vraiment une cité que j'adore, Palenque. C'est ma maison. La première fois que je suis arrivé à Palenque, je me baladais là-dedans et comme si j'avais grandi là et comme si je connaissais déjà le lieu et je pense qu'effectivement je devais connaître le lieu que j'avais dû visiter dans des vies passées. Et quand je suis arrivé là la première fois, ma guide, elle me dit, mais ça fait combien de temps que tu viens à Palenque? Je suis sa première fois. Et elle me dit, mais tu te balades là comme si tu avais grandi ici. Et c'est vrai, j'avais vraiment cette sensation d'être à la maison, quoi. Et j'aime beaucoup passer du temps à Palenque. Ouais. Et au Mexique, il y a beaucoup de cristal comme ça. On en retrouve un peu partout. Et c'est vraiment des beaux cristaux qu'il y a là-bas. Et j'aimerais bien aller visiter cette grotte. Pour l'instant, l'entrée est fermée. On peut pas. C'est une grotte privée. On ne peut pas aller la visiter. Par contre, il y a des grottes comme ça similaires, sans aller aussi loin que le Mexique. Il y en a en Espagne. D'accord. Et donc, ouais, toi, t'es du côté de Biarritz, là, t'es pas très loin. Ouais. Et il y a un petit village qui s'appelle le village de Poulpi. Et là-bas, à Poulpi, il y a une grotte avec des cristaux géants comme ça. C'est magnifique. Vraiment, allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Il y a une belle énergie comme tout. Ouais, tu vas nous en parler, mais tu vas nous en parler, j'imagine, des propriétés justement du cristal en lui-même. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est important parce que le cristal est une pierre vraiment particulière. Et voilà. Donc les crânes, on les retrouve un peu partout, pas que chez les Mayas. Ici, c'est au Népal. On en retrouve dans l'Himalaya. Il y en a 13 comme ça qui ont été retrouvés, indépendamment des 13 crânes anciens dont parle la légende maya. Il y a 13 crânes qui ont été retrouvés dans l'Himalaya. Et c'est un chaman qui s'appelle Umbatsman qui a été le gardien. Et j'ai longtemps travaillé avec ce petit crâne en cristal. J'aime beaucoup l'énergie de ce crâne. Ça, c'est des codex mayas sur lesquels on peut voir des crânes. C'est le seul codex qui existe où il y a des crânes. C'est un codex qui est aux États-Unis, qui est conservé dans une collection privée, malheureusement. Et les Mayas aimeraient bien pouvoir le récupérer parce qu'il n'y a plus de codex maya au Mexique. Ça serait bien qu'ils puissent retourner là-bas. Les Indiens d'Amérique aussi connaissaient les crânes, hein, surtout les Indiens Hopi connaissent bien les crânes. Les Navajo un peu moins, les Cheyennes oui. Les Dogons également connaissent bien les crânes de cristal. Ils mettent un masque en forme de crâne comme ça quand ils font des cérémonies au passage de Sirius B. C'est quel coin de l'Afrique les Dogons qu'on retrouve Plutôt sud.
D'accord. plutôt ouest, Sud-est, ouest. sud-ouest, ouais, D'accord. je dirais plutôt sud-ouest. D'accord. Et c'est un peuple millénaire, les Dogons, et qui ont cette connaissance incroyable avec Sirius. Ils connaissent le satellite Sirius B depuis des centaines, voire des milliers d'années peut-être. Et nous, on a découvert Sirius B en 1973. Et alors qu'eux avaient déjà cette connaissance bien avant les satellites, c'est un objet céleste qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut absolument avoir des télescopes pour pouvoir voir Sirius B. Et eux connaissent ça depuis des centaines d'années. Ouais. Forcément, quelqu'un les a éduqués à ça, leur a informé de l'existence de Sirius B. C'est impossible de l'avoir à l'œil nu. On nous aurait caché des choses. C'est ça. Bah écoute, peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Hein. Dans la culture catholique également, on retrouve la symbolique du crâne. Là, ici, on est sur le mont Golgotha. C'est là où Jésus a été crucifié, et qui veut dire le mont du crâne en hébreu également. Donc c'est toute cette symbolique de crâne aussi. Jésus est souvent représenté comme ici, avec à ses pieds le crâne, la connaissance, et le serpent également, qui est la symbolique de la guérison. Hein. C'est le caducée des médecins, c'est le caducée des pharmaciens. Et parallèlement, l'Église, encore une fois, en a fait l'animal du mal, et a détourné la valeur symbolique du serpent, qui est la représentation de notre ADN et de la guérison et du soin. Là, c'est dans la petite église de Rennes-le-Château, où il y a une représentation comme ça de Marie-Madeleine, où elle a à ses pieds un crâne, ou même dans l'église, c'est un crâne qui est posé sur un livre. Le livre, il est ouvert, il n'est pas fermé. C'est la transmission de la connaissance. Et s'il voulait pas que la connaissance soit transmise, le livre serait fermé. Là, il est ouvert. C'est vraiment le symbole le plus fort qu'on puisse retrouver de ce crâne posé sur un livre comme ça, qui est vraiment le symbole de connaissance par excellence. Chez les Papous également, ils font des totems en bois comme ça, où ils gardent des objets des anciens derrière dans le crâne derrière, il y a une cavité. Ça, c'est un totem que j'ai reçu de la tribu des Papous, et où ils gardent des reliques des anciens, qui eux ont la sagesse, qui eux ont gardé cette connaissance et cette sagesse. En Inde aussi, on a la déesse Kali, qui est représentée comme ça, avec ses crânes tout autour du collier, autour du cou, en forme de collier. Et tout à l'heure, on parlait des propriétés du cristal. Et effectivement, c'est une pierre qui est particulière, le quartz. Pour tailler le cristal, il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. C'est vrai pour toutes les pierres. Et plus dur que le cristal de roche, c'est le diamant. Il faut des meules de diamant pour tailler le cristal. Et sans ça, on peut pas. Les meules de diamant, c'est impossible de le sculpter à la main. Et il faut toujours le tailler dans le sens de la pousse du cristal. Alors le cristal, il pousse comme une plante. C'est beaucoup, beaucoup plus long, je vous l'accorde, mais ça pousse comme une plante. Il faut des milliers d'années pour que ça pousse. Et faut toujours tailler dans le sens de la pousse du cristal, sinon le cristal, il casse. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du cristal qui est importante. Donc tous les objets qui sont taillés de nos jours sont taillés dans le sens de la pousse du cristal. Sinon, à la taille, c'est un cristal qui se fragilise et qui peut casser facilement. Ouais. Les meules de diamant, elles ont fait leur apparition au début du 19e siècle en Allemagne. C'est là où elles ont été inventées. Donc pour les scientifiques actuels, tous les crânes de cristal datent du début du 19e siècle, puisque avant cette date, il n'y avait pas de meule de diamant, et officiellement, on ne pouvait pas tailler le cristal, si ce n'est que par percussion. Donc, on tape deux pierres l'une sur l'autre. C'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de flèches, c'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de lance. On a retrouvé fossilisé en obsidienne ou en plein de matières différentes, en silex, en plein de choses, mais c'est par percussion, pour pouvoir faire du polissage, pour pouvoir sculpter, tailler, et nous disent que c'est les meules de diamant au 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a une controverse autour des crânes de cristal, puisqu'ils nous disent tous les crânes de cristal ne peuvent pas être plus vieux que le 19e siècle, puisqu'à cette époque-là, avant cette époque-là, il n'y avait pas de meule de diamant. Et c'est là que le bas blesse, justement. Ouais. Alors le cristal, c'est vraiment une pierre importante. On le retrouve dans le quartz des montres, on le retrouve dans les appareils audio et vidéo, dans le micro. Là, quand je parle, c'est parce qu'il y a du quartz. C'est la mémoire des ordinateurs, hein, le cristal de roche, la silice. C'est vraiment la mémoire vive des ordinateurs. Donc c'est pour ça que l'idée que les anciens avaient, ces civilisations galactiques, ont remis toute leur connaissance dans un crâne, parce que c'est une pierre qui permet d'emmagasiner l'information et restituer l'information. C'est pas quelque chose de dingue, puisque aujourd'hui, nous, dans notre technologie, c'est la mémoire vive des ordinateurs. On le retrouve également dans les panneaux solaires, on le retrouve dans les lasers, les hologrammes, on le retrouve dans les satellites. On en retrouve partout. Notre civilisation est faite avec du cristal. On a du cristal partout. Ça agit comme un amplificateur, hein, en quelque sorte. Le cristal a la possibilité d'amplifier, oui. C'est la pierre qui contient le plus d'eau. Donc c'est grâce à l'eau qui est à l'intérieur de la pierre qu'on peut emmagasiner l'information et restituer cette information. On sait que le cristal de roche, c'est scientifique ça, on sait que le cristal de roche amplifie effectivement
que ce soit les énergies. C'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé en lithothérapie ou en méditation. Les gens qui font de la méditation avec des cristals nous disent qu'il faut une méditation plus forte, plus expansée, de meilleure qualité quand il n'y a pas de cristal. Parce que le cristal permet effectivement d'amplifier tout ça. Attention, si vous êtes en colère et que vous travaillez avec un cristal, ça peut aussi amplifier votre colère. Donc, il faut toujours être bien aligné avant de travailler avec un crâne de cristal, parce que ça amplifie beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de ces molles de diamants, donc qui datent du début du 19e, et je voulais vous parler de ces objets justement qui dérangent, puisque on a retrouvé quelques objets qui démontrent l'incohérence du récit scientifique avec l'histoire des molles de diamants, puisqu'ils nous disent qu'avant le 19e siècle, on ne pouvait pas tailler le cristal, alors qu'on a retrouvé des objets comme ce petit léopard qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ. On est bien loin du début du 19e siècle. Là, on a Héraclès, un sanglier, 4e siècle de notre ère, et on est sur vraiment un polissage incroyable des pièces. On a ici sur ce petit vase qui est un vase assyrien, 600 ans avant Jésus-Christ, et il était taillé dans un seul bloc, donc c'est quelque chose d'assez particulier. On a cette statuette hittite qui vient de Turquie, 1500 ans dans notre ère, et elle est vraiment incroyable cette statuette parce qu'elle a même un polymiroir, donc c'est tellement poli à la perfection que ça reflète comme un miroir. Et on a ici la première lentille qui a été faite en cristal de roche, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, on a des objets qui datent bien avant le début du 19e siècle et qui sont en cristal de roche, taillés par les anciens. Là, on a des perles qui sont tellement fines, ils ne savent pas comment ça a pu être fait et ils savent pas quelles méthodes ont été utilisées pour faire ces perles avec les petits trous qu'il y a à l'intérieur. On a tous ces objets en cristal qui datent de 1325-1521, toujours du Mexique, ou celle-ci en jade également qui vient du Mexique. Voilà, il y a beaucoup d'objets comme ça à travers la planète qui ont été réalisés bien avant le 19e siècle. Donc oui, les anciens avaient une technologie pour tailler le cristal. Oui, ils savaient manipuler le cristal peut-être beaucoup mieux qu'on sait le faire encore aujourd'hui. Et oui, ils étaient capables de créer des crânes en cristal bien avant le 19e siècle, et ce qui remet en cause bien évidemment le récit scientifique, que tous ces crânes dateraient du 19e siècle, parce que certains auraient même été retrouvés avec des traces de machines, mais peut-être que c'est des machines et des outils qu'ils avaient bien avant, puisqu'on a vu avec tous les objets que je vous ai montrés, qui sont des objets qu'on peut voir dans des musées, hein. Ils sont pas cachés dans des caves. C'est des musées, des objets qui sont exposés. Bon nombre de photos que j'ai faites, c'était sur une exposition qu'il y a eu à Paris en fin 2023. Et là, quand c'est ces objets-là, ça les dérange. Quand c'est des crânes en cristal, début du 19e, c'est QFD et on peut plus revenir en arrière. Et c'est comme ça. Donc voilà, forcément, tout est biaisé. Je sais pas pourquoi hein, ils ont ce blocage comme ça avec les crânes de cristal, malheureusement. Mais voilà, ces quelques objets démontrent que le récit scientifique n'est pas forcément fondé et qu'il y a peut-être des choses qu'on nous dit pas effectivement. Ouais, la difficulté d'admettre qu'une technologie au moins aussi avancée que celle qu'on a aujourd'hui pour tailler justement du cristal, qu'elle soit apparue beaucoup plus tôt dans l'histoire, et ça remet beaucoup de choses en question forcément. Sans même dire d'où vient cette technologie déjà, sans même dire qu'elle viendrait d'ailleurs, déjà de se dire qu'une civilisation a été à un moment donné au moins aussi avancée qu'aujourd'hui. Mais oui, on sait que dans le passé, il y avait des technologies qu'on a perdues. On le voit à travers des édifices qui sont construits, comme la pyramide de Khéops, tout simplement, celle-là. On est incapable aujourd'hui de refaire la même chose. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on est incapable de refaire une structure comme Khéops. On n'a pas la connaissance de ça. On n'a pas la technologie pour faire ça. On ne sait pas comment faire. On serait incapable de le faire. Et il y a beaucoup d'objets comme ça à travers la planète qui démontrent qu'il y avait des outils, qu'il y avait des machines, qu'il y avait de la technologie. Alors, c'est peut-être une civilisation, effectivement, qui a existé sur Terre à un moment donné, qui s'est éteinte. Pourquoi pas, ça peut arriver. Un déluge, comme on en parlait tout à l'heure avec l'Atlantide. Pourquoi pas, ou d'autres, que sais-je. Ou peut-être quelque chose d'exogène qui est venu du ciel et qui aurait amené à l'humanité peut-être des techniques, des connaissances. Moi, c'est vrai que je vais plutôt dans ce sens-là parce que tous les textes anciens nous ramènent à ça. Que ça soit chez les Dogons, les Dogons, en Mésopotamie, les plus vieux textes, ils ont plus de 5 000 ans. En Mésopotamie, tu as tous les textes sumériens qui racontent cette histoire. Dans le Mahabharata, en Inde, les rishis, tous ces êtres, entre autres, qui te parlent de tout ça. Donc, même dans la religion catholique, Ézéchiel, qui nous parle de sa rencontre. Tous les textes anciens nous parlent de ces gens qui sont à un moment donné venus du ciel et qui ont apporté des choses à l'humanité
et qui ont aidé l'humanité dans son développement a priori. Donc voilà, et c'est vrai que les crânes de cristal peuvent en faire partie. Et je veux pas C'est ça, hein. être totalement affirmatif. Je me laisse cette possibilité. Ça m'amène beaucoup de rêves, ça me fait beaucoup rêver, ça me fait beaucoup voyager, ça me fait rencontrer des gens passionnants et passionnés, et j'adore ça. Et Ouais. voilà, et je me dis pourquoi fermer la porte tout de suite quand il y a des choses qui nous dépassent. Tout de suite, c'est soit moqué, soit tourné en dérision, et c'est dommage. On observe vraiment la naissance de civilisation à travers ces histoires. Souvent, on voit qu'il y a cet être bien souvent décrit comme un être venu des cieux, accompagné de 7 sages, de 7 enseignants, etc. Dans toutes les cultures à travers le monde, avec des noms différents, mais toujours cette transmission de connaissances. Et voilà, c'est vraiment un sujet passionnant. Tu parlais des Dogons tout à l'heure, on retrouve ça également chez les Dogons, on le retrouve un peu partout. Et les crânes de cristal auraient participé également. Je pense que les crânes font partie de ces outils de transmission, ces outils de sagesse qui nous sont proposés. Il y a les anciens crânes dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les crânes dits contemporains aujourd'hui. On trouve de plus en plus de crânes. Aujourd'hui, c'est facile de trouver un crâne en cristal si on a envie d'être le gardien d'un crâne en cristal. Et je pense que c'est un vrai outil d'éveil, de développement personnel qui permet aussi de faire un travail sur soi et de nous accompagner comme ça sur notre chemin plutôt de lumière et toujours encore une fois en étant connecté avec l'énergie du cœur, parce que c'est comme ça que on peut travailler avec les crânes. Et avant qu'on aille plus loin dans la présentation, tu as combien de crânes à ta possession? Je sais pas, je les compte pas. Je dois en avoir peut-être une quinzaine. En ce qui te concerne, tu travailles avec les 15 ou plus particulièrement avec certains crânes en toujours particulier? avec les 15. Ouais, plutôt avec. Alors j'en ai un gros qui est en cristal de roche, qui fait un peu plus de 8 kilos, qui est taille humaine, voilà. Et donc lui, c'est celui que je trimballe un peu partout et avec qui je travaille beaucoup parce que c'est le plus gros crâne en cristal que j'ai. Donc il a la capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations. Et ensuite, la restituer quand je rentre de voyage, par exemple, on fait des cercles avec tous les crânes ou qu'il y a des dates de transition importantes, comme le 31, là, on vient de passer, fait un cercle avec tous les crânes et pour aider justement aussi l'énergie à évoluer dans le bon sens et qu'on est plutôt vers des choses lumineuses et de paix plutôt que vers l'ombre et la guerre. Donc pour ces dates-là, souvent on fait ces cercles comme ça. Et ensuite, en fonction peut-être aussi des besoins, s'il y en a qui sont plus connectés avec la terre-mère ou Mama que j'ai là à côté de moi. Sirius, c'est vraiment avec son nom, il est très connecté avec les étoiles et justement Sirius. Donc c'est plus galactique comme connexion. Mais voilà, donc c'est en fonction des besoins, en fonction de qui se propose aussi. Parfois, il y en a qui disent moi j'aimerais bien venir bosser ou faire un truc. C'est pas quelque chose de systématique. Je les sollicite pas forcément tout le temps et voilà, je m'en sers pas comme des boules de cristal. Je leur pose pas de questions. Souvent on me demande est-ce que je leur pose des questions. Non, c'est très rare. Et après quand j'ai des messages, c'est que je dois les recevoir. Et après je reste à l'écoute aussi, bien évidemment. Mais je vis pas à travers les crânes. Merci beaucoup, Patrice. Ouais, je t'en prie. Il existe différents types de crânes et il y a 3 types de crânes qui existent aujourd'hui. On a ce qu'on appelle les crânes anciens qui ont un peu plus de 1500 ans et dont certains viendraient de cette légende maya. On a les vieux crânes qui ont entre 1000 et 1500 ans et ensuite on a ce qu'on appelle les crânes dits contemporains qui ont été fabriqués il y a une centaine d'années jusqu'à nos jours et ça fait 3 catégories de crânes différents. Cette grand-mère maya qui s'appelle Fleur de Mayo m'expliquait que pour elle, il n'y avait pas qu'une seule lignée de 13 crânes de cristal, mais 4 lignées de 13 crânes en cristal ancien, dont une lignée effectivement en cristal de roche. Et ce qui donnerait un total de 52 crânes anciens qui existeraient sur la planète dans différentes matières et dont celle qui est en cristal pur de roche. Et c'est sur ces 10-là que je vais vous présenter. Ça, c'est tout ce que moi je pense faire partie de cette légende maya. Il y en a peut-être qui apparaissent dans des collections privées qui sont gardées et que je connais pas, c'est possible. Et là, on a le crâne Einstein. Alors, je vous les ai mis, ils sont par ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre de préférence, bien évidemment. Lui, il est assez gros, il fait plus de 15 kilos. On le voit ici avec sa gardienne. Et c'est vraiment un très gros crâne qui est très intéressant. Il a une caractéristique des crânes anciens, c'est souvent les tempes enfoncées et des rangées de dents un peu différentes des humains. Là, on voit, il y a quatre rangées de dents. Ouais. On a le crâne Kinbas, Dios
Dieu Soleil Singe, c'est un crâne qui vient de la tribu des Lacandons. Les Lacandons, c'est les derniers descendants purs mayas qui ont jamais été coupés par les Espagnols et qui conservent ce crâne. Il reste 3 tribus de Lacandons au Mexique et 2 au Guatemala. Les Lacandons sont habillés toujours en blanc. Ils sont très petits de taille, comme on peut le voir ici à droite, et ils ont toujours les cheveux noirs, parfois un peu longs. Et c'est des très très belles personnes, hein, très proches de la nature encore. Et ça, c'est un endroit qui leur est cher puisque c'est l'endroit où tous les Mayas vont se faire baptiser. Et c'est dans cet endroit que j'ai reçu mon baptême Maya également, qui est vraiment un endroit magique au Mexique. On va se faire baptiser là-bas parce que il y a de l'eau et donc il y a toujours la symbolique de l'eau, hein, comme dans un baptême chrétien. Et on va faire ce baptême là-bas et on va là-bas parce qu'il y a ce symbole sur la pierre et qui est un symbole important pour eux. Quand je leur demandais d'où venait le symbole, il me disait que c'était là bien avant les Mayas. Et quand je lui demandais qui l'avait fait, il me montrait les étoiles. Donc pour eux, c'est un symbole qui est très important. On a le crâne Mama Satman qui a été découvert en 96, qui est un crâne qui est très connecté avec Orion et il est très particulier aussi. Son nom, c'est le nom d'un prince indien. Et voilà, il est vraiment très très beau. Celui-là, j'ai eu l'occasion de le recevoir 2-3 fois sur le Festival des crânes de cristal que j'ai organisé pendant de nombreuses années. Max, c'est le crâne dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai été voir pour la première fois en Hollande en 2003 ou 2004. Et voilà, c'est un gros crâne, pareil, de taille humaine, qui est très particulier et il est vraiment très très beau, Max. On l'appelle aussi le crâne à la calotte, parce qu'il a une calotte derrière. Je vous le montre après sur la photo. Début des années 70, il y a un moine qui part au Guatemala, Norbuchen, et qui devient le gardien de Max. Et il ouvre un centre pour soigner les gens aux États-Unis avec ce crâne. Voilà la calotte dont je vous parlais. C'est un crâne. Donc, ça, la partie blanche qu'on voit, c'est la partie où le cristal tenait à la terre-mère. Donc, ça veut dire que le crâne a été taillé dans le sens inverse de la pousse du cristal, ce qui aurait dû le casser parce qu'il est fait avec plusieurs lames de cristal. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques aussi des crânes anciens. Ils sont souvent taillés dans le sens inverse de la pousse du cristal, alors que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait que ce soit toujours taillé dans le sens de la pousse, sinon il casse. Ouais, on voit très bien. Vraiment particulier. Ouais. Juste avant de nous expliquer ce qu'il y a sur cette image, qui baptise ces crânes, les noms qu'on leur donne, Bien Einstein, souvent, Max? Bien souvent, c'est eux qui donnent les noms. Ça a toujours été comme ça. Même moi, j'ai des crânes plutôt contemporains, et c'est toujours eux qui m'ont donné leur nom. Après, j'ai des crânes qui avaient déjà des noms quand j'en suis devenu le gardien, pardon. Et donc j'ai gardé le nom d'origine. Hein. On débaptise pas un crâne comme un bateau. On change pas le nom. Mais voilà, c'est jamais moi qui ai choisi le crâne. C'est toujours le crâne qui m'a donné son nom, soit en rêve, soit par différentes méthodes, mais c'est toujours le crâne qui va donner son nom. Sur cette photo, on voit l'énergie de Max qui sort là, sur cette personne. Ou encore ici, sur cette photo, où on voit comme un hologramme de Max en haut, alors qu'il est qu'en bas, et on voit comme une colonne vertébrale. Et le monsieur venait parce qu'il avait des douleurs au dos, donc il était venu pour ça. Ouais, c'est une belle photo. Ouais. En 80, c'est Joan Parks qui devient la gardienne de Max, puisque le moine Norbuchen décède, et c'est Joan qui en devient la gardienne pendant de nombreuses années. Et je l'ai faite venir plusieurs fois en France, Joan, avec Max pendant le festival des crânes de cristal. Aujourd'hui, c'est Jenna Pearson qui en est la gardienne, parce que Joan était un peu âgé maintenant et fatigué, et donc c'est Jenna qui en est la gardienne. J'ai pas encore rencontré Jenna, on s'est pas encore vu, et j'espère pouvoir la recevoir. J'aimerais bien refaire un festival des crânes en France et qu'elle puisse être présente. Maillan également, qui a été retrouvé avec 2 personnes, avec un prêtre qui s'appelle Francisco Reyes, sur la cité de Copan. Alors la photo le crâne est un peu vert, mais il est vraiment blanc. C'est l'éclairage qui donne ça. Il est vraiment en cristal de roche. En 79, il y a des tests qui ont été faits sur ce crâne Maillan et sur un autre crâne en améthyste qui s'appelle Ami par Hewlett-Packard, parce que à l'époque, Hewlett-Packard, c'est le plus gros fabricant d'ordinateurs au monde. Et donc, ils ont un département de cristallographie qui gère qui travaille le cristal, qui gère le cristal. Et c'est pour ça que c'est Hewlett-Packard qui fait ces tests. Malheureusement, quand ils font leurs tests en 79, ils n'ont jamais voulu rendre leurs conclusions sur ce qu'ils avaient trouvé sur ces 2 crânes. Alors, c'est dommage parce que ça épaissit un peu plus le mystère. En 1923-1927, il y a ce crâne qui est découvert qui s'appelle le crâne de Michel Hedges, qui est vraiment le plus beau crâne qu'on ait jamais trouvé jusqu'à maintenant, qui est en 2 morceaux. Il est vraiment très très clair, il est vraiment très très beau. Il a été trouvé par un explorateur qui s'appelait Frédéric Mitchell Hedges. Donc,
il a gardé le nom, sur la cité de Loubantou Mobilize, c'était en 1924. Quand il découvre le crâne, il le découvre avec sa fille Anna. Il est vraiment très très beau, il est vraiment très particulier. Tous les autochtones à ce moment-là sont vraiment choqués que le crâne ressorte comme ça et font beaucoup de prières et ils demandent à Frédéric Michel Just de repartir avec le crâne pour essayer d'amener cette énergie chez nous en Europe. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il vivait en Angleterre. Après, il est reparti vivre aux États-Unis. Mais c'est vraiment un crâne très très beau avec la mâchoire qui est totalement amovible, comme on peut le voir ici. Et pourtant, ce crâne a été taillé dans un seul et même bloc et qui est assez incroyable. En 1959, quand Frédéric Michel Just décède, c'est Anna, sa fille, qui en devient la gardienne. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle est morte à 102 ans, il y a 5 ans ou 6 ans maintenant. Et c'est elle qui en était la gardienne. Depuis, c'est son compagnon de l'époque qui s'appelle Bill Oman qui en est le gardien. En 1970, il y a Hewlett Packard toujours qui fait des tests sur ce crâne et au bout de 6 mois, ils rendent leur conclusion en disant que la partie supérieure et la partie inférieure ont été taillées dans le même bloc de cristal. Ce qui est assez surprenant parce que d'avoir un gros bloc comme ça, c'est assez incroyable. D'arriver à faire les deux morceaux dans le même bloc, à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les deux parties ont été découpées sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. Ça aurait dû fragiliser le cristal, encore une fois, et casser. Et à l'époque, ils déterminent qu'aucun outil en métal n'a servi à réaliser ce crâne. Donc, en gros, ils savent pas comment il a été fait. Et donc déjà les deux premiers crânes de tout à l'heure, enfin qui ont été analysés, Ami et Maillan. Je sais plus l'autre, Maillan. Donc là, on délivre pas la conclusion de l'étude. Comme tu disais, ça épaissit le mystère. C'est combien d'années avant? Je me souviens plus. Ça c'était 9 ans avant. 9 ans avant, donc potentiellement il y a un gros mystère. Peut-être que 10 ans après, globalement, ils commencent à dévoiler un petit peu certaines choses qui sont curieuses. Alors que celui-là est vraiment incroyable comme crâne, il est vraiment très particulier. Un des scientifiques a même dit que ce crâne ne devrait pas exister parce que a priori on n'a pas la technologie. Il disait que si on le polissait avec de l'eau et du sable, il faudrait 300 ans pour polir, avoir la partie arrondie. Mais comment expliquer les yeux, la mâchoire, le nez, les dents? D'avoir séparé les deux morceaux, ça s'explique pas. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Voilà. Ils savent aussi que si on met de la lumière derrière le crâne, ça ressort par les yeux. Ça, ils s'en sont aperçus. Ils ont fait des tests avec des lasers, ça a brûlé ce qu'il y avait en face. Il faut de la technologie pour ça. Il faut de la connaissance pour ça. C'est pas dû au hasard. C'est quelque chose qui a été voulu quand ils ont fait le crâne. Il faut de la connaissance pour ça. La mâchoire s'adapte parfaitement à la partie supérieure du crâne. Il y a deux petites encoches aussi sur les côtés. Si on bouge s'il y a un peu d'air et qu'il y a un peu de vent, le crâne s'articule tout seul et il bouge tout seul. Alors c'est sûr que pour faire ça, encore une fois, il faut avoir une connaissance, il faut avoir des outils, il faut avoir des machines, des ordinateurs pour calculer que le crâne puisse bouger s'il y a un petit peu d'air. Ça se fait pas comme ça par hasard. C'est vraiment des choses très particulières. En 86, ils font avec les besoins de la police scientifique, ils refont le visage, le crâne de Mitchell Just, ça donne ça. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très androgyne. On ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Et c'est un parfait équilibre, en fait, pour moi, entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Je trouve ça assez sympa comme photo. Popol Vuh, ça, c'est un crâne que j'ai cherché pendant presque 6 ans qui est au Guatemala. Pareil, c'est un crâne allongé, tout en cristal. Il a plusieurs morceaux aussi. Il a été fait dans 2 ou 3 blocs de cristaux différents. Et j'aime beaucoup ce crâne. Et j'ai mis un peu de temps avant de le retrouver, mais je suis bien content d'avoir pu remettre la main dessus. On a Rimbaud qui, en 1987, fait son apparition. Et pareil, c'est un cristal de roche. Et c'est un monsieur qui est décédé maintenant, qui en était le gardien, qui est venu au Festival des crânes de cristal également. Et que vous pouvez retrouver dans le livre, bien évidemment. Il m'avait donné beaucoup de techniques pour travailler avec les crânes, etc., que j'ai pu mettre dans le livre. Et ça, je suis très très content de ça, qu'il ait pu me transmettre tout ça avant son départ vers les étoiles. En 95, il y a ce crâne qui fait son apparition, qu'on appelle Shannara, et il est gardé par un monsieur qui s'appelle Nick Nocerino. Et Nick, c'était un monsieur qui a créé l'Institut de recherche sur les crânes de cristal aux États-Unis, en 1944-45 par là. Et il a fait un gros travail autour des crânes de cristal. Le voilà, Nick. Et vraiment, il a fait des recherches incroyables avec les crânes. Il a fait des expériences, il a fait plein de choses. Et vraiment, c'est un monsieur qui a voué sa vie à l'énergie des crânes de cristal. On a le crâne Synergie qui fait son apparition en 2001, lui. Et on sait qu'il y a un crâne jumeau comme ça sur une petite île du Pacifique, dont je donnerai pas le nom, bien évidemment. Et puisque le deuxième crâne est toujours conservé sur cette petite île. Et c'est vrai que quand on l'a dans les mains, il est
bizarre, il est assez particulier avec cette énergie très aquatique. Il est très agréable de travailler avec cette énergie. Après, on passe, donc là, on a passé en revue les 10 crânes qui pour moi sont les 10 crânes qui pourraient faire partie de la légende maya. Ça veut dire qu'il en resterait 3 que je ne connais pas encore, mais que je continue à chercher et je désespère pas d'en retrouver un ou deux, ou les 3. Et alors peut-être dans des collections privées, peut-être dans des musées. Donc si un jour vous croisez un crâne en cristal quelque part, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message pour savoir ce qu'il en est réellement. C'est toujours intéressant. Ensuite, on va passer aux crânes qu'on appelle les crânes plutôt vieux, qui sont des crânes qu'on retrouve dans des musées comme celui-ci à Paris. Normalement, il devrait être exposé, mais il ne l'est pas. Il est longtemps été au musée du Trocadéro et maintenant il est au Quai Branly. Mais il est dans les caves du Quai Branly. Ils ne veulent pas que le crâne soit exposé. Une de ses particularités, c'est qu'il a un trou qui le perfore de part en part. On peut voir le trou ici et il transperce tout le crâne. Et ça, c'est vraiment une particularité parce que j'ai du mal à concevoir pourquoi un sculpteur contemporain, une fois qu'il aurait fait ce très joli crâne, va se dire, bah tiens, je vais faire un trou au milieu au risque de le casser à n'importe quel moment. Donc, j'arrive pas à concevoir pourquoi un sculpteur aurait pu faire ça. Oui, ça fragilise, ça fragilise. Mais bien sûr, ça fragilise beaucoup la pierre. Donc, malheureusement, il est pas souvent exposé. Il a été exposé donc lors de cette exposition dernièrement à Paris fin 2023. Depuis, malheureusement, il est reparti dans les caves du musée. Il y a celui-ci qui est au British Museum, que lui, on peut toujours voir. Il est exposé dans une salle où il y a le moai aussi qu'ils ont volé à l'île de Pâques. Et dans la même pièce, quasiment, le moai et le crâne se font face l'un à l'autre. Et si un jour vous allez au British Museum, allez jeter un petit coup d'œil là-bas. En plus, l'entrée au British Museum est gratuite. Donc, n'hésitez pas, allez-y, ça vaut vraiment le déplacement. Ce crâne est juste incroyable, j'aime beaucoup l'énergie de ce crâne. En 1996, le British Museum, justement, fait des tests sur plusieurs crânes de cristal avec Shannara, le crâne à la croix reliquaire, c'est ce crâne qu'on voit avec un crucifix. Il y a le crâne de Paris qui est tout petit et le crâne de Washington qui est un gros crâne que je montrerai juste après. Il y a le crâne Max, le crâne du British Museum qu'ils ont sur place. Une fois qu'ils font tous les examens, au bout d'une semaine, ils rendent leurs conclusions. Grosso modo, ils disent que tous les crânes datent du début du 19e siècle, date à laquelle les meules de diamants font leur apparition en Allemagne, comme je le disais tout à l'heure. Et sur Max et Shannara, ils n'ont jamais voulu rendre leurs conclusions non plus. Donc voilà, encore un mystère supplémentaire. Et pourquoi rendre publiques les conclusions sur les autres crânes et pourquoi ne pas les rendre sur Max et Shannara? La question reste ouverte. J'ai essayé de les contacter, j'ai essayé d'avoir des infos et ils ne veulent pas en démordre. Ils ne veulent pas donner d'informations supplémentaires sur ces recherches et surtout sur ce qu'ils ont trouvé sur ces deux crânes. C'est ça qui est intéressant. Et on ne sait pas pourquoi ils n'ont jamais voulu rendre leurs conclusions là-dessus. Donc voilà, encore un mystère de plus. Voilà celui du Smithsonian Institute dont je vous parlais de Washington. Toujours les tampons foncés, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est un crâne qu'ils ont reçu par la poste dans un colis anonyme. Personne sait qui l'a envoyé. Il est arrivé un bon jour comme ça en 95 par la poste à la réception du musée et ils savent pas qui a pu envoyer ce crâne. Mais c'est vraiment un très gros crâne. Il est vraiment très gros et il est creux à l'intérieur et c'est vraiment une très belle pièce. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les crânes dits contemporains et depuis les années 80, il y en a énormément qui ont fait leur apparition. Il y a plusieurs pays qui travaillent sur les crânes de cristal et qui produisent des crânes. Donc il y a la Chine, il y a l'Inde, Madagascar, les États-Unis. Voilà, il y a plusieurs filières comme ça où aujourd'hui on peut trouver des crânes de cristal. Moi, quand j'ai créé le festival des crânes de cristal en 2004, 2005, la première édition, pour trouver un crâne de cristal, j'avais cherché, impossible de trouver un crâne de cristal en France. C'est un ami qui part au Brésil qui m'en a ramené un. Impossible de trouver quelque chose en France. Donc voilà, donc depuis les années 2004-2005, c'est bien évolué, puisque maintenant trouver des crânes de cristal c'est assez facile. Moi, quand j'organise les salons, il y a plein d'exposants qui en vendent. Dans les magasins des minéraux, aujourd'hui, on en trouve assez facilement. Donc c'est devenu assez aisé de trouver des crânes de cristal aujourd'hui. Là, je vous montre quelques photos de mes différents carnets de voyage. C'est une photo que j'avais faite en passant les douanes. Année, et la dame me dit qu'est-ce qu'il y a dans le crâne? Je lui dis rien, c'est un crâne en cristal d'un seul bloc. Elle me dit non, il y a quelque chose dedans. Je lui dis non, je sais bien qu'il y a rien dedans. Et elle tourne son écran, elle me dit regardez, et effectivement on voit ce trait à l'intérieur du crâne. Je lui ai demandé si c'était pas un défaut de sa machine. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Elle me dit mais non, vous comprenez, c'est des appareils de haute sécurité, ça peut pas ne pas fonctionner, il peut pas être en panne, ça peut pas. Bon. Et elle me dit en plus regardez, le trait il s'arrête vraiment au début du crâne et à la fin du crâne. Je me dis c'était vraiment quelque chose qui est dans le crâne et donc j'ai sorti le crâne bien évidemment, je lui ai montré
Elle a bien vu qu'il y avait rien à l'intérieur, parce que c'est un crâne en cristal de roche, c'est juste un seul bloc. Et c'était bizarre, cette photo particulière. On a essayé de l'agrandir pour voir ce qu'il y avait dedans. Enfin voilà, c'était très particulier, cette ligne comme ça qui était apparue. Ça, c'est des crânes qui ont été photographiés dans les grottes à l'île de Pâques, où je vais de temps en temps. On voit des morailles là derrière moi qui viennent de l'île de Pâques. Ces crânes, ils s'en servaient comme des clés. Alors, je ne sais pas si au sens propre ou au sens figuré ou les deux. Ou voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et on en retrouvait beaucoup dans les grottes là-bas sur l'île de Pâques. Travailler avec les crânes, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec les crânes. On va le survoler rapidement ici. On peut travailler, certains font des soins avec les crânes. Il y en a qui travaillent sur les chakras. Il y a plein d'exercices qui sont proposés dans le livre que je n'ai pas le temps de tout vous expliquer là, mais des techniques de respiration à travers le crâne et avec le crâne. Moi, je travaille beaucoup en méditation avec le crâne également. Ça change aussi l'aura des gens. C'est ça que je dis toujours, que c'est important quand on travaille avec un crâne de cristal, de pas faire n'importe quoi. Tout à l'heure, on disait que ça amplifiait beaucoup, et là, on peut s'apercevoir que, par exemple, ma photo de moi, tout seul, de mon aura, elle est escalée avec du orange, du vert, du jaune, etc. Dès que j'ai mon crâne en cristal avec moi, l'énergie, elle change. Et ça change avec tous les autres crânes. Là, c'était avec le crâne Max, avec le crâne Shannara, avec le crâne Mahama Satman ou avec le crâne d'Amichai Joyce. Donc oui, travailler avec un crâne de cristal, ça interfère aussi bien sur soi que sur les gens qui sont autour. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec un crâne de cristal. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment apporter un maximum d'infos dans ce bouquin pour que les gens puissent travailler aussi correctement avec les crânes de cristal. On peut, quand on a un crâne plutôt contemporain, il faut pouvoir activer le crâne. On part du principe que les crânes anciens sont déjà activés, ils ont beaucoup d'informations à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand on a un crâne dit contemporain, il faut pouvoir activer ces crânes. Et il y a différentes techniques pour les activer. En les mettant avec un crâne contemporain, comme Sirius à droite, c'est le mien, et à gauche le crâne de Mitchell Hedges. Voilà, quand on met des crânes comme ça ensemble, il y a de l'échange d'informations qui se fait, et ça a été photographié. C'est des photos qui ont été faites au British Museum, où on voit l'énergie qui circule entre les deux crânes. C'était un crâne contemporain avec le crâne du British Museum, et on voit l'énergie entre ces deux crânes qui circulent. Alors on arrive à photographier aujourd'hui l'information qui circule d'un crâne à l'autre. On n'arrive pas encore à savoir ce qui est échangé comme information. Mais c'était assez intéressant comme photo. C'est des photos qui ont été faites par l'Institut Séraphin, qui est un institut de recherche en Allemagne. Ça, c'est quand on était dans la tombe de Pacal au Mexique. J'ai eu la chance de descendre dans voir la tombe de Pacal, alors que c'est interdit aujourd'hui, on peut plus descendre. Mais Cyrus voulait vraiment descendre, et on a pu y redescendre, et c'est vraiment un endroit énergétiquement incroyable. C'est Pacal, c'est sa pierre tombale, et en fait c'est la représentation d'un homme dans un vaisseau spatial qu'on voit ici en fait. Ouais. On voit le vaisseau avec le bloc moteur à l'arrière, les flammes qui en sortent, et il a exactement la position d'un cosmonaute dans nos fusées contemporaines, hein. Et on a l'impression qu'on n'a rien inventé. Et c'est assez particulier de voir ça. Ça, c'est quand je vais en Bosnie, il y a un gros mégalithe qui s'appelle K2, c'est son nom, à ce mégalithe. Et à l'intérieur du mégalithe, il y a un objet en forme d'œuf en cristal. Et ce mégalithe est posé à l'intersection de deux rivières, sous terre. Et ça génère de l'énergie. Et le mégalithe c'est une céramique, ce mégalithe. Il a été fait en quartz, en muscovite et en calcite. Et donc, ça génère énormément de ions négatifs autour du mégalithe. C'est vraiment un endroit de régénération cellulaire pour le corps. Et c'est un endroit magique. J'adore aller là-bas. Tous les ans, on fait un voyage pour aller visiter la plus grande pyramide du monde, hein, qui est là-bas en Bosnie. On va aussi passer du temps dans ces tunnels où il y a ce mégalithe, entre autres, et plein d'autres choses magnifiques. Ça, souvent, on fait des cérémonies aussi, toujours avec la tribu des Lacandons à droite, hein, les personnages dont je vous parlais tout à l'heure, habillés en blanc, les cheveux noirs longs. C'est vraiment des gens incroyables. Ça, c'était une année avec Cyrus, mon crâne, il voulait nager avec les dauphins, et ça a pu se faire un peu miraculeusement, on va dire, avec ce crâne que j'ai pu mettre dans l'eau. Au moment où j'ai posé le crâne dans l'eau, il y avait plusieurs dauphins qui étaient là dans le bassin. Il y en a un qui a fait demi-tour, qui est venu tout de suite sur Sirius. Il est sorti de l'eau, il a mis son rostre sur la bouche de Sirius et il s'est mis à chanter. C'était juste un moment magique. Il s'est arrêté de chanter, il s'est surélevé et il a mis son nez sur le nez de Sirius. Il s'est remis à chanter une deuxième fois. Il s'est arrêté de chanter de nouveau. Il s'est surélevé encore une fois pour mettre son troisième œil son museau, sur le troisième œil du crâne. Et il s'est remis à chanter. Ça a été un moment incroyable. Très émouvant, j'imagine. Ah ouais, non, c'était un truc, une énergie incroyable. C'était l'explosion au niveau du chakra cœur. C'était, mon Dieu, quel moment de joie, d'amour, de paix. Enfin, c'était
magique. C'était vraiment très très beau. Et on pense qu'il y a cette connexion avec les crânes de cristal aussi et le dauphin, parce que le dauphin, c'est le seul mammifère qui a de la silice dans le cerveau. Nous, on a de l'apatite. Et le dauphin, il a vraiment de la silice. Et on pense que c'est grâce à la silice qu'il peut y avoir cette connexion. Et on dit que les dauphins aussi sont très connectés avec Sirius, et c'est le nom de mon crâne. Donc voilà. Ah oui. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. Donc vous pouvez retrouver plein d'infos sur mon site autour des crânes de cristal. Ça s'appelle moncrânedecristal.com. Il y a plein d'infos autour de tout ça, et également sur mon site Savoir Perdu. Qui est un site où il y a plein d'infos sur les différents voyages que je propose. Ouais. J'en ai un l'année prochaine pour aller sur le Pérou et la Bolivie. On part 15 jours là-bas avec plein de rencontres incroyables. On va aller voir des crânes allongés, on va aller voir des momies extraterrestres, on va passer une journée avec Thierry Jamin. Les momies de Nazca. Avec les momies qui travaillent sur les momies de Nazca. Je travaille avec un chaman qui s'appelle Malkou, qui est incroyable. Et Luis Morato Fernando, qui est un monsieur qui est en contact avec des extraterrestres depuis qu'il a 12 ans, 13 ans. Et voilà, on va faire un très beau voyage, aussi bien sur la partie péruvienne et sur la Bolivie. On va aller à Tiwanaku et à Pumapunku, autour du lac Titicaca, pour aller découvrir toutes les merveilles qu'il y a là-bas. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de choses incroyables où on a besoin de technologie. C'est exactement le type de construction qu'on retrouve là-bas, qui sont taillées dans de la pierre très dure, et on a des tailles au micron où la lumière ne passe pas. Enfin, c'est des choses magiques. Il y a ce fameux voyage en Bosnie dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. On va visiter la plus grande pyramide du monde, tous les tunnels là-bas. On va aussi visiter des sphères en pierre qui sont géantes. On va voir la Vierge Medjugorje, enfin plein de choses. Et on est avec Sam Osmanagic, qui est l'archéologue qui a découvert tout ça là-bas. L'année prochaine, pour la première fois, j'organise ce voyage en Turquie pour aller sur les sites sacrés de Turquie et mégalithiques aussi, puisqu'il y a la cité de Göbekli Tepe qu'on voit en photo là. C'est le plus vieux temple du monde. On va aller aussi visiter les cités hittites, puisqu'il y a des choses incroyables là-bas avec des sites mégalithiques, avec des murs polygonaux. Enfin, vraiment toute une belle culture aussi là-bas du côté des Hittites. Et puis on va aller aussi en Cappadoce, on va aller à Direnkuyu, on va aller au Mont Nemrut. Le mont Nemrut, enfin la pyramide de Tur, enfin plein de choses là-bas incroyables. Et puis j'ai un voyage aussi, il est pas là sur le diaporama, mais j'ai un voyage tous les ans pour aller nager avec les dauphins. Et donc j'ai un voyage comme ça au mois de juillet, mais vous retrouvez tout ça sur le site, et le fameux livre, donc les crânes de cristal, porteurs de sagesse, dans lequel il y a beaucoup d'infos. La préface est faite par Flor de Mayo, la chamane dont je vous parlais tout à l'heure, que j'aime profondément, et je suis vraiment très honoré qu'elle ait accepté de me faire cette préface de ce bouquin, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai dans mon cœur. Et voilà, j'ai aussi fait l'oracle des crânes de cristal, pour le retrouver sur le site, et avec ses 52 cartes. C'est vraiment un objet, c'est pas quelque chose de divinatoire, c'est vraiment un oracle pour travailler en développement personnel. Il y a des protocoles thérapeutiques, il y a des méditations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un bel objet pour commencer à travailler avec l'énergie des crânes de cristal. Enfin, vous retrouvez tout ça sur le site savoirperdu.com. Ouais. Voilà tout ce que je peux vous dire en une petite heure sur les crânes de cristal. J'espère que j'ai été assez concis. Voilà. Ah, merci beaucoup, Patrice, c'est super intéressant. Et tu dis ce savoir perdu, comme le nom du site. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose, alors là c'est du coup très personnel, parce que je fais appel juste à ton avis purement personnel, voilà, qui t'est propre par rapport à tout ce qu'on observe actuellement au-dessus du New Jersey, et pas que, à travers le monde en ce moment, les observations de drones, hein, donc en fait d'ovnis, parce que vu qu'on n'arrive toujours pas à les identifier, ça reste des ovnis. Oui. Tout à fait. Ça reste des objets volants non identifiés. Ça reste des ovnis. Et même des osnis, parce qu'il semblerait qu'il y en a qui... des sous-marins, enfin, qui vont dans l'eau. Je pense qu'il y a une partie, effectivement, qui doivent être des vrais ovnis. Et je pense qu'il y a aussi une partie de drones. D'accord. Pour avoir... Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être fait pour alimenter la désinformation, malheureusement. Mais il y en a eu trop là en même temps pour que ce soit que des drones. Voilà, c'est pas possible. Et là, parce que là, cette fin d'année, vraiment, de mi-novembre là jusqu'à fin décembre, ça a été un festival. Voilà. Après, il y a que ceux qui veulent pas savoir qui savent pas, parce que aujourd'hui, ne pas savoir, c'est un choix. C'est sûr que si vous
regardez que les chaînes d'infos en continu, vous n'allez pas avoir ce type d'informations-là. Mais dès que vous vous intéressez à autre chose et que vous avez l'esprit un peu ouvert, c'est sûr qu'il y a pléthore d'apparitions qui ont eu lieu depuis un mois et demi. Et c'était pas que des drones, c'est sûr. Ouais. Oui, les jeux, ça j'en suis persuadé. Certains disent que 2025 pourrait être l'année du contact, officialisé. Ouais. Pourquoi pas? Mais enfin pour moi, j'ai pas besoin de 2025 pour ça. Hein. Oui, tu suis ce sujet depuis longtemps. Sur cette terre. Non, c'est même pas que je suis. Pour moi, il n'y a pas de sujet, donc c'est pas voilà. C'est tellement évident. Enfin, ouais, voilà, ça dépasse même tout. Enfin, dès qu'on veut se renseigner un peu, voilà. Je pense vraiment que il y a eu des drones effectivement. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, 3 ans, il y a des drones qui ont survolé aussi les centrales nucléaires françaises. Ouais. Et voilà, ils ont mis ça sur le dos des drones, qui n'en étaient pas non plus. Pour le coup, mais aujourd'hui, c'est plus facile de dire que c'est un drone que de dire que c'était un objet exogène. Ouais. Voilà, donc ça permet de noyer un peu le poisson. Et voilà, moi j'ai vu des pierres aussi. Je travaille beaucoup sur les pierres mystérieuses un peu partout sur la planète et sur lesquelles il y a des ovnis qui sont représentés. Et c'est des pierres du Mexique. Ouais. Et les scientifiques nous disent non, ce sont pas des ovnis, ce sont des chapeaux mexicains. Ouais. Voilà. Donc quand c'est pas des drones, c'est des chapeaux mexicains. Quand c'est, tu vois, des ballons sondes ou voilà. Ouais. Ils nous prennent pour des billes, hein, mais oui. voilà. C'est les inventeurs de l'histoire. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je reste persuadé que aujourd'hui, justement, avec les crânes de cristal, c'est aussi un pont et un lien avec justement ces galactiques et qui sont là, je pense, pour nous aider aussi à évoluer, pour nous aider à changer notre taux vibratoire, pour accompagner aussi l'évolution de la Terre qui est en train de se faire à travers de la méditation, à travers d'autres outils comme les crânes ou même, c'est vrai que moi, rien que de voyager aussi, c'est des moments importants pour moi dans ma vie. Les voyages, c'est des petites capsules comme ça où justement je peux beaucoup travailler sur moi pendant ces voyages-là. C'est aussi un voyage vers l'autre que de faire un voyage, c'est découvrir des cultures, un pays, c'est un groupe aussi, puisque moi je prends des groupes avec au maximum une trentaine de personnes. Mais voilà, donc tous ces outils nous sont proposés aujourd'hui pour évoluer et pour s'ouvrir au niveau du cœur ou de notre être de lumière et pour pouvoir rayonner ça. Et pour que justement la transition soit plus simple pour tout le monde et qu'elle se fasse le plus facilement possible. Et je pense que quand ils apparaissent comme ça, c'est aussi pour nous aider un petit peu et de nous aider sur ce chemin-là. Merci infiniment, Patrice, avec plaisir. Pour ces messages de sagesse. Merci de nous avoir parlé de ces fameux crânes de cristal. On a entendu parler avec déjà des crânes allongés. On entend parler également de ces crânes de géants, ou des géants tout simplement partout à travers le monde. Et aujourd'hui, donc, c'était les crânes de cristal. Merci à toi et au plaisir de te retrouver prochainement. Oui, tu es avec nous au salon de la Thèse de Bourg, à côté d'Arcachon. Exactement, Arcachon, Et peut-être après, peut-être Toulouse, Bordeaux, on verra. Voilà. Avec grand plaisir. À très vite et merci encore. Merci à vous tous.